dans ce glauque escalier, il me revient la voix d'un jeune effarouché, presque un gamin, répondant quand j'ai dit retourne à tes bavoirs. Je vous en prie, emmenez-moi nulle part. Emmenez-moi nulle part. I could sign kissy at my at the cries of Sever Bay. I can't escape, it's in our blood. Turn the face and never look away. Rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll start to get the hearts open wide. Set the skies open away tonight. I can lie, no, where no one. Bang together, it's best you want to. I can lie, no, I can still come till the ever, but see, I know what's best. I am not come, you're the best. I am not come, oh, less. I am not come, you're the feels not free now. I am not come, you're we rise up strong, let the music guide. No more running, leave the past behind. We'll soar together, hearts open wide. Set the skies on fire away tonight. I can lie, no, where no one. Bang together, it's best you want to. I can lie, no, I can still come till the ever, but see, I know what's best. I am not come, best. I am not come, oh, less. I am not come, feels roped me down. Coming up on the evening news, we'll discuss how do New York niggas manage to bust their gun yet remain so goddamn fly. Et messieurs, dames, bonjour à tous les copains, bonjour les amis, welcome fam amigos. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes plein badin pour ce juste bistrot du jeudi. Et c'est les meilleurs, ils commencent à sentir bon parce que jeudi, vendredi, samedi. Et ça fait plaisir.
Et ça fait plaisir les amis. J'ai la banane, je suis plein badin, je suis à fond la forme. Pourquoi? J'explique, parce que hier, vous le savez, apéro avec les zinzins de Lausanne. On s'est régalé, c'était magnifique. Apéro, on était une belle quinzaine. Il y avait ma Jacqueline extraordinaire que vous avez tous vu. Si vous avez vu le tout premier extrait du spectacle Zinzin à Lausanne, eh ben c'était ma Jacqueline qui nous avait régalé, elle était là. Il y avait mon Geoffroy, on avait 2 envoyés de Belgique. Et ça, c'est... Non, mais hier, c'était quand même... c'était l'ONU. Hein. Non, c'était l'ONU. C'était l'ONU. C'était magnifique. C'était l'ONU, c'était Loli, c'était Lola. C'était magnifique. Les amis, que du bonheur. Et vraiment, quel plaisir d'ancrer. Vous savez, ce message que je pousse depuis plusieurs semaines, d'être avec les copains, de faire ça dans la vraie vie, de l'incarner pour aller au bout du discours. Parce que c'est bien beau de dire ça, d'avoir le cul sur la chaise. Mais en tout cas, ben voilà, hier, c'était dans la vraie vie. Et hier, c'était bien. Voilà, il y a mon Geoffroy 90 en plus qui est dans le chat. J'espère que tu vas bien, camarade, que vous êtes bien rentrés. Voilà, les amoureux, ils sont beaux comme tout. Ah, c'est les jeunes, ils s'amusent, ils boivent les bières, les jeunes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont de l'espoir. Ah, nous on a roulé, c'était pas notre guerre, putain. Non, pas le Vietnam, pas la Corée, pas 14-18. Ce plan cul avec Chiappa, c'était pas notre guerre. Attends, je rigole, arrête. Tu vois, voilà, ça s'énerve. Tout de suite. J'espère que vous allez bien les copains. Est-ce que vous êtes en forme? Dites-moi un petit peu dans le chat. Qui fait quoi là? Qui est au boulot? Qui est en vacances? Dites-moi un petit peu. Vous le savez, c'est du classique, c'est l'été. Je fais un bisou. Merci à Coops34 pour le sub 7e mois. Merci beaucoup. Les copains, merci. Bienvenue à tous sur TikTok également. Vous êtes nombreux. Envoyez les cœurs. Bienvenue à tous sur Twitter, sur Facebook. On est de partout en fait. C'est une mafia finalement. C'est un empire. C'est un empire. C'est un empire. Ah, c'est à Belgique. Hier, on a mangé des frites. Et on a bu de la bière belge. Donc, en vrai, je pense que au niveau de mon ADN, je suis devenu belge. Si je pense. Il y a Scylla 1206 qui dit j'essaie de m'enfuir du boulot. Courage. Cook 54 qui dit ça chaume. Et ben, ça fait du bien. Engrim von Horstman, il dit je bosse en gardant mes enfants pendant que madame fait les soldes. Et ben voilà, ça, c'est un homme déconstruit. Putain. Voilà, ça, Sandrine Rousseau serait fière de toi. Voilà, bravo, c'est bien, voilà. Faut mieux déconstruire les hommes et après on démonte les femmes. Ouais. Bah, j'étais pas sûr de celle-là, j'étais pas sûr. J'ai tout misé sur le rire beauf derrière pour bien montrer que c'était une vanne. Voilà, si Aurore Berger passe dans le secteur, parce qu'elle a quand même le second degré d'un pain de mie, donc c'est une blague. It's a joke. Yes. Esta una François Bayrou. C'est-à-dire c'est une blague en espagnol. Donc voilà les copains. Y a Mip59 qui dit un bon filet américain, ça c'est belge. Bon bah voilà, on va commencer avec un premier coup de gueule là-dessus. Voilà, non mais t'aurais pas dû en fait, t'aurais pas dû. J'adore, je vous aime les Belges, mais vraiment par-dessus tout. Hier, j'ai eu un énergumène belge, mon Geoffroy, c'était magnifique. Je vous aime les Belges. Mais je pense notamment à Liège, où j'ai eu la chance d'aller à la fin du mois de juin. Et j'ai fait ces blagues sur scène, donc je leur ai dit, si vous voulez, je leur ai parlé. Les yeux dans les yeux vitreux, parce qu'ils étaient ivres morts. Je leur ai dit, je leur ai parlé. Je dis frère belge. Bon, vous faites d'excellentes bières, vous faites d'excellentes frites. Il y a quelques trucs super au niveau des gaufres, par exemple, c'est impeccable. Par contre, sur le reste, ouais. Tu vois, déjà, ils changent les noms. Un filet américain. Alors, filet américain, quand tu connais pas, tu te dis, tiens, c'est quoi un filet américain? Moi, la première fois que je suis allé à Liège, je connaissais pas. On m'a dit, tiens, mange le filet américain, ça va te parler. Je dis, qu'est-ce que c'est un filet américain? C'est un filet pour attraper des migrants mexicains? Non, on m'a dit, non, pas du tout. Un filet américain, c'est... ils m'ont dit, en fait, c'est du bœuf, c'est du steak de bœuf, alors finement coupé au couteau. Mélangé avec des capres, une petite sauce type mayonnaise ou je sais pas quoi... J'ai dit oui, c'est un tartare, quoi. Non, c'est filet américain.
Et après, quand tu vas dans des restos à Liège, tu te promènes, tu regardes les cartes, t'en as qui t'appellent ça un américain, d'autres un filet américain. C'est que c'est jamais le même nom en fait. Et tous les plats salés, tous les plats, j'ai trouvé en tout cas du côté de Liège, tout est comme ça. Tu vois, t'as des noms qui n'ont aucun sens. Donc t'as un truc, ça s'appelle les boulets de Liège, boulets liégeois. Tu vois, tu dis tiens, qu'est-ce que c'est? Boulet liégeois, c'est bon, une sorte de viande un peu compactée, machin. On te dit, ah, c'est délicieux, prends avec la sauce lapin. Je dis, ah, c'est super le lapin. Ce matin, un lapin. Je dis, bah du coup, c'est la sauce lapin, il y a du lapin. On me dit, non, non, pas du tout. C'est une espèce de sauce sucrée au sirop de Liège, si je dis pas de conneries. Et quand tu discutes avec des gens de Liège, t'en as qui te disent, oui, oui, mais alors, c'est pas les boulets, c'est les boulettes. Je dis, c'est quoi la différence? C'est pareil. Mais juste, c'est pas le même nom. Non, c'est pénible. Franchement, c'est pénible. En France, on a encore l'intelligence de faire ça entre les régions. Au moins. Au moins. Tu sais, tu prends par exemple les graillons. On parlait des graillons la dernière fois. Que tu fous dans la fougasse dans le sud. Bon, bah, t'as des coins de France, c'est les gratons. Tu vois, sud-ouest, sud-est. À Liège, ça dépend la rue, en fait. Et c'est là où tu commences à franchir un cap. Et tu te dis, là, t'es en Belgique, on commence à être dans de la physique quantique, en fait. Et ouais, non, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé. Alors, voilà. Et il y a Isa Tricotte qui, justement, dit dans le chat, qui dit, américain en France, c'est un sandwich frites, et en Belgique, c'est de la viande hachée, absolument. En France, c'est dans le pain, avec les frites et le steak. Voilà. Alors, je réponds à un message de TikTok parce que c'est priorité à Twitch, hein, vous le savez. Mais alors, c'est vrai qu'il faut que je réponde, c'est important. Il y a un certain complotard dans le chat. Alors, effectivement, il porte très bien son pseudo parce que le gars, il a mis un message, il a écrit « C'est vraiment toi, Rémi ?» On dirait il sort d'un rêve, tu sais, un rêve érotique. C'est toi, Monique? Eh oui, c'est moi. Tu veux que ce soit qui, à ton avis? Alors, c'est vrai qu'au niveau de la qualité, parce qu'en fait, j'explique. Ce que vous ne voyez pas, c'est que... Attends. Je peux peut-être vous montrer, tu vois. En fait, j'ai 2 caméras. Edouard, il m'a fait installer une super jolie caméra, tu vois. Regarde, attends, si je fais vidéo portrait, vous allez... Regarde, voilà. Non mais, je suis malin ou je suis pas malin, putain? Tu vois, regarde. J'ai la caméra Lumix super qualité japonais super. Et la webcam Logitech de merde. Alors sur TikTok, j'ai pas réussi encore à brancher la super caméra Lumix 4K mes couilles. Donc vous avez droit à la webcam de très basse qualité. Voilà, je vais pas vous mentir. TikTok, c'est pas que je vous respecte pas, mais c'est juste que techniquement j'ai atteint mes limites. Donc vous êtes branchés sur la webcam. C'est même pas une webcam en vérité, on sait pas ce que c'est. Et apparemment il y a du décalage au niveau du son. Bah, le plus simple c'est de venir sur Twitch. Voilà. Parce que Twitch c'est... Là, c'est Hollywood. Il y a de la profondeur, il y a la mise au point, il y a, tu vois, le détourage, c'est assez extraordinaire. Donc venez sur Twitch, hein, parce que TikTok déjà c'est chinois, hein, donc vous allez avoir Xi Jinping au cul, vous allez moins faire les malins. Donc priorité à Twitch, vous vous ramenez et on n'en parle plus. Hein. Merci à la Girafe 84 qui vient de subprime 23e mois. Merci les copains, merci Los Copinos. Voilà, les amis. J'ai plein de petits sujets. Aujourd'hui, on va attaquer plein badin sur ce que je voulais vous dire. D'autant plus qu'on va parler d'un bouquin ce soir. Enfin, je devais faire ça hier, on va faire ça aujourd'hui. Parce que c'est moi qui décide. Donc on va faire ça aujourd'hui les amis. Plusieurs petits sujets et déjà on y va dans l'actualité. En la actualidad. Voilà, parce que cette émission est destinée à nos amis espagnols, évidemment. Que pero, que lindo. Paris Latino, évidemment. Ça m'emmerde, ces lumières. À chaque fois, elles s'éteignent toutes seules. C'est fou, hein. Alors, plusieurs petits sujets, les amis. Je voulais revenir là-dessus parce que, vous le savez, c'est devenu un péché mignon. Dès que je peux mettre une petite bastos à Sarah Knafo, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Alors, ceux qui veulent connaître les antécédents de mon histoire d'amour avec Sarah Knafo, j'ai fait une vidéo sur Juste Milieu. Vous tapez Sarah Knafo Juste Milieu, tu vas trouver. Et cette vidéo, j'avais essayé de démontrer toutes les contradictions du personnage de Sarah Knafo, de son parcours, en passant par ses arrangements avec la réalité, voire ses mensonges, son opportunisme, son arrivisme, bref. Si vous voulez connaître tous les antécédents de ma relation avec elle, je vous invite à aller voir cette vidéo pour comprendre ce que j'en pense. Après, comme dit, c'est que mon avis, une fois de plus, et maintenant vous voulez voter pour elle, vous faites ce que vous voulez. Voilà.
Mais ça me regarde pas de toute façon. La seule chose, c'est que moi je défends la ligne juste milieu, d'où le nom du média, c'est quand même bien trouvé. Et je pars du principe que, ok, Sarah Knafo, on a envie d'y croire parce qu'elle a un discours différent du système actuel. Pour autant, c'est ce que j'appelle un cheval de Troie. C'est-à-dire, on va séduire un électorat qui se détourne du système médiatico-politique pour mieux le ramener dans le même système. Parce que Sarah Knafo est évidemment, à mon avis, un personnage tout droit issu du système. Bref, je pars du principe que vous avez vu cette vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec la petite Bastos. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, là aussi, on va voir les fidèles dans l'épisode 201 de La Farce Tranquille, donc la semaine dernière. J'avais parlé, je vous relate le dossier, d'une révélation du Canard Enchaîné dans l'édition du 9 juillet 2025. Et le Canard Enchaîné qui avait évoqué un deal, un accord secret entre François Bayrou, donc actuellement Premier ministre et accessoirement Barbapapa du gouvernement, je veux dire que François Bayrou, homme enceint, Burger King. Hein, mais je crois qu'il a paraphrasé ce qu'a dit Brigitte Macron lors de la rentrée 1939-1940. CM1. Ouais. On arrive à la fin de la semaine, donc j'ai stocké les blagues. Et bref, le Canard Enchaîné a évoqué cet accord secret entre Bayrou et Boris Vallaud, parce qu'il faut savoir que Najat Vallaud-Belkacem, que vous connaissez, ancienne ministre de Hollande, elle s'appelle pas Vallaud-Belkacem pour le plaisir, parce que c'est dégueulasse, tout le monde est au courant. Vallaud, ça vient, c'est le nom, parce qu'ils doivent être peut-être mariés, de Boris Vallaud, qui accessoirement est président des députés PS à l'Assemblée nationale. C'est ce monsieur-là, je vais vous montrer aussi sur TikTok, comme ça tout le monde voit, parce qu'il y a une maîtrise de l'outil informatique. Voilà, c'est lui, Boris Vallaud. Alors, qui est un personnage tout à fait sympatoche, on l'aime, on l'aime pas, de toute façon j'en ai absolument rien à foutre, c'est pas le sujet, et donc ils sont en couple, tous les deux, d'où le fait que Najat s'appelle Vallaud-Belkacem, vous avez compris l'idée, et ce que nous révélait le Canard Enchaîné dans son édition du 9 juillet 2025, c'était cet accord secret entre Bayrou, qui a négocié avec le président des députés PS à l'Assemblée, que ce groupe parlementaire PS à l'Assemblée ne vote pas la motion de censure qui va arriver à la rentrée, en échange de la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Donc on est définitivement dans une république bananière où les postes se négocient contre un non-vote d'une motion de censure. Enfin, c'est vraiment, voilà, à côté, Versailles, c'est un projet humanitaire au Togo, hein, en termes d'éthique, si tu veux. Je suis pas royaliste pour un sou, mais franchement, à un moment donné, tu dis au moins il y avait de l'ambiance, tu vois, à Versailles. Là, tu te dis, on se fait tous emmancher, ils ont des comportements qui sont au-delà de l'autocratie, et on n'a même pas l'ambiance du roi avec les perruques, les mouches, tu vois. Nous, on a des mouches, mais parce que ce sont des merdes. T'as vu la poésie ? C'est beau, hein, c'est beau, on dirait du Zaz. Et donc, le Canard Enchaîné avait révélé ça. Je m'en étais fait l'écho dans La Farce Tranquille de la semaine dernière. Et franchement, je m'étais dit, oh, ils vont pas le faire quand même. Oh, eh ben bien sûr que si, pardi. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Regarde l'information qui est tombée aujourd'hui. C'est officiel. Najat Vallaud-Belkacem a été nommée à la Cour des comptes. Et voilà, c'est officiel, on y est, tu vois. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour analyser le bordel. On est dans ce qui est dénoncé depuis des années désormais. C'est l'entre-soi, c'est l'autocratie, c'est tout ce qu'on veut, c'est le copinage. Vous n'avez pas besoin de moi pour réfléchir. Donc, vous avez compris l'idée là-dessus. Mais ce qui m'a fait marrer, et ce qui me plaît quand même, et j'ai pas pu m'empêcher, j'avoue, mais c'est là où je suis un glouton, j'ai pas pu m'en empêcher. Sarah Knafo a réagi. Et elle a dit, je vous montre le post, hein, Najat Vallaud-Belkacem est nommée conseillère maître le plus haut grade à la Cour des comptes. Pourquoi ? Quelles compétences pour mériter d'entrer dans cette si belle institution ? Quel concours ? Alors, évidemment que Vallaud-Belkacem est le fruit du copinage, qui plus est avec une histoire de couple, enfin rien ne va, et que c'est le symbole d'une république qui s'effondre, d'une république des copains qui se règle autour d'histoires de cul, autour d'histoires de pognon et d'histoires de pouvoir. Ça c'est acté, on le dit pour l'ambiance, mais vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Donc qu'on soit bien d'accord,
le scandale, c'est la nomination de Valo Belkacem, qui plus est contre une négociation de non-vote de la censure. On est d'accord. Mais ce qui m'intéresse quand même avec Sarah Knafo, c'est qu'elle vient nous faire un caprice, elle vient chialer sur Twitter en disant gna 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 gna, la Cour des comptes c'est pas bien, c'est pas bien. Mais est-ce que Sarah Knafo est la plus légitime à ouvrir sa gueule lorsqu'il s'agit de la Cour des comptes ? Dans la mesure où, je le rappelle, c'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai faite là-dessus sur elle, Sarah Knafo, c'est quelqu'un qui intègre la Cour des comptes en janvier 2020, qui est trop occupée à faire du copinage. Elle se construit un réseau, elle commence à graviter dans la galaxie Zemmour pour fabriquer le candidat politique Zemmour en vue de 2022, à tel point que Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, lui a adressé 2 rappels à l'ordre. Donc franchement, quand tu te fais rappeler à l'ordre par Moscovici, c'est un peu comme quand tu prends une leçon de chantage sexuel par Darmanin, tu sais. Quand Darmanin vient te dire « Et quand même, c'est un petit peu abusé ce que t'as fait. » Tu vois, non. Franchement, quand tu prends une branlée morale par Darmanin, c'est que t'as merdé. Hein. Vraiment, tu sais, c'est Nordal Lelandais qui te dit hey, « t'as un peu gâché le mariage. » Elle est horrible, celle-là. Ouais, mais bon, si, c'est un peu marrant, mais c'est pas marrant, parce que, tu vois, en la faisant, je me suis dit, tu vas trop loin. Bon, peut-être la première fois dans ma vie qu'on me dit ça, donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Sarah Knafo, donc trop occupée à faire du copinage, prend 2 rappels à l'ordre de Moscovici, et en septembre 2021, Moscovici va la mettre en mise en disponibilité parce qu'elle faisait beaucoup trop de politique, et que pendant qu'elle faisait du réseautage et compagnie, elle s'occupait pas de son boulot à la Cour des comptes. Donc, si vous voulez... J'insiste là-dessus parce que je les vois, les fans de Reconquête qui vont venir chialer en disant gna gna gna, le vrai problème c'est Valo Belkacem, t'inverses les choses. Donc je vous rassure, oui c'est grave. Oh les vilains gauchistes, oh oh là là, les promotions canapé, Nadjat elle a sucé Boris, elle a un poste qui négocie avec Bayrou, oh là là c'est pas bien. Par contre en parlant de sucer, Sarah Knafo, Éric Zemmour, comment on fait du coup du coup, cette histoire de Sarah Knafo qui pendant 1 an et demi a fait du copinage, tout ça en étant payé avec de l'argent public et qu'elle n'a assurément pas fait son job, elle a fait peut-être son blow job, mais pas le job, parce qu'il n'y a pas que blow. Et donc, ça m'enquiquine. Je ne vais pas vous mentir, ça m'enquiquine. C'est une logique, une fois de plus, de rigueur morale. Et quand j'entends aujourd'hui Sarah Knafo faire des grandes leçons sur la manière avec laquelle on dépense l'argent public, bon, bah, quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas regarder d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que les fans de Reconquête n'aiment pas ça. Tu vois, je vais vous montrer un truc qui est un peu rigolo. Parce qu'à force, ça m'excite. C'est ça le problème. J'invite tous les fans de Reconquête qui ne peuvent pas blairer quand je parle de Sarah Knafo. Je vous invite à arrêter de commenter ce que je fais. Parce que ça m'excite. Donc tu vois, il y a un côté Gérard Larcher dans un buffet illimité. Tu lui agites pas de l'entrecôte devant le museau. Donc c'est ce que vous faites. Donc arrêtez. Parce que moi, il y a des réactions qui m'excitent, tu vois. Je vais vous lire quelques réactions de personnes, je projette, peut-être que je me trompe, mais qui, à mon avis, ont un certain prisme pro-Knafo, donc pro-Reconquête, tu vois. Et lui, il nous dit, il est où le problème, Rémi ? Elle n'a pas été payée. Par contre, Nadjat, qui va être payée 10 000 € sans connaître rien à rien, là, rien à redire. Je ne sais pas ce que vous avez après elle, même un yaourt ne passe pas. Ouais, c'est l'histoire du yaourt à 8 € sur les frais de campagne, j'en ai déjà parlé. Elle n'a pas été payée. Donc, en fait, elle faisait du bénévolat à la Cour des comptes, Sarah Knafo ? C'était quoi ? C'était les restos du cœur en fait ? Bah non en fait. Et donc tu vois, ça j'ai bien aimé. Après il y en a eu un autre, il m'a dit attends, tu vas voir, il m'a dit quoi ? Ouais, il y a des gifs un peu douteux, ouais, ça c'est vrai. Lui il me dit Rémi qui crie avec les loups gauchistes, c'est très étonnant de ta part. Bah oui, parce qu'en fait de rappeler la notion d'éthique en politique, c'est pas crier avec les gauchistes. Et pour intellectualiser un peu la chose et faire un petit raisonnement là-dessus, mais qui est valable pour tous les partis politiques. Vous connaissez ma ligne, les amis. Moi, vous votez pour qui vous voulez, je m'en cire complètement. Vraiment, ça me regarde pas. Et d'ailleurs, le jour où je vous dis pour qui voter, désabonnez-vous sur le champ, parce que c'est pas mon rôle. Mon seul rôle, en tout cas la démarche que j'essaie d'avoir avec Juste Milieu, c'est d'assumer mon travail, d'assumer le nom de mon média et de dire, ok, votez pour qui vous voulez, il n'y a pas de problème, mais votez en conscience.
Votez en conscience, c'est-à-dire que votre personnage politique préféré, il est peut-être super, il est en lien avec vos idées, c'est génial, mais le fait d'aimer les idées, d'aimer la personne, n'empêche pas d'être conscient sur les casseroles qu'il a. Et c'est pas une casserole qui nuise à tout le personnage. J'ai aucun mal à reconnaître que Sarah Knafo est quelqu'un d'extrêmement brillant, et que j'aimerais pas l'affronter en débat, et qu'à mon avis, elle m'est débranlée à bien des candidats sur la scène politique actuelle. Donc, ce que je vous dis sur Knafo ne m'empêche pas de reconnaître ses mérites. C'est normal. C'est humain. C'est la complexité du réel. Tu vois, c'est jamais tout blanc, tout noir. N'en déplaise à Lilian Thuram et les antiracistes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est juste, les gars, il y a des casseroles, assumez-les. Après, si vous adhérez Knafo, il n'y a pas de problème. Et donc, la logique des pro-reconquêtes, c'est si tu leur expliques ça, si tu remets ces casseroles sur la table, ouais, mais en fait, c'est parce que t'es un gauchiste. Ah, d'accord. Ah, pardon. Tu vois, et ce qui est marrant avec ce logiciel d'abruti, hein, excusez-moi d'être un peu rude dans les coups portés, ce qui est marrant, c'est que ça marche dans tous les sens. Tu vois, sur l'affaire Najat Vallaud-Belkacem, on a son mec qui a répondu. Et Boris Vallaud, qu'est-ce qu'il a dit sur Twitter ? Je n'ai pas l'habitude de démentir chaque mensonge ou attaque contre ma famille, surtout quand elles viennent de l'extrême droite. Donc en fait, le logiciel est tellement bidon que tout le monde a le même. C'est-à-dire que quand on critique ton camp politique, le logiciel, c'est ouais, en fait, c'est à cause des autres. Mais en fait, Boris Vallaud, l'information, elle a été sortie par le Canard enchaîné. Donc si le Canard enchaîné, c'est l'extrême droite, moi, je suis stripteaseur, en fait. Et je t'assure que t'as pas envie que j'enlève ma chemise. Vraiment, t'as pas envie, tu vois. Bon, après, quand tu te zigouilles Vallaud-Belkacem, je suis peut-être pas pire. Mais bon, à un moment donné, tu vois, tu te dis, il est foireux, votre logiciel, les gars. Et ce que je fais, sur le travail que je fais sur Sarah Knafo, je le fais sur tout le monde. Après, vous votez pour qui vous voulez, je m'en cire complètement. Mais votez en conscience. Ne vous aveuglez pas volontairement à vous raconter des histoires et à penser que la personnalité politique pour qui on veut voter, elle serait parfaite. Mais il n'y a pas besoin de ça, les gars. Il n'y a pas besoin de ça. De Gaulle est un personnage historique extraordinaire, l'un des plus grands personnages historiques du XXe siècle. Il avait des casseroles monstrueuses au cul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et ça n'enlève rien à De Gaulle. Bon, si tu vois la classe poétique qu'on a à côté, bon, tu compares Zidane à ma grand-mère. C'est pas qu'elle fait pas des roulettes, mais quand même pas... Elle est pas connue pour son poste d'avant-centre, mamie, tu vois. Donc, à un moment donné, voilà. Mais cette affaire Knafo, je voulais absolument remettre une petite bille là-dessus. Parce qu'à chaque fois, ça me permet de rappeler ma position, de rappeler tout ça. Et je vous avoue, ça me permet aussi de m'exciter un peu sur les retours des pro-reconquêtes qui ont vraiment un logiciel d'un manichéisme qui est encore moins complexe que Star Wars, tu vois. Star Wars, t'as les gentils, les méchants, et t'as la notion de rebelle. Et parfois de gentils qui deviennent des méchants et vice-versa. À côté, les pro-conquêtes, vraiment, ils sont largués déjà. Du coup, je prends vos réactions dans le chat. Dites-moi un peu ce que vous en pensez là-dessus, les amis, pour avoir vos retours, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Parce que c'est le débat chez Juste Mieux. Nous, on est apaisés, la communauté Juste Mieux. Pas là pour se mettre dans la gueule, hein. On discute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je suis pour le débat, je suis pour la liberté d'expression. À partir du moment où vous êtes d'accord avec moi, sinon je vous vire du chat, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, tu vois, ça tient. Il y a quasiment pas de règle, vraiment aucune. Vous me faites des dons, vous me filez 1500 balles en disant Rémi, t'es génial, c'est bon. Il m'en faut pas plus, pas plus. Non, je déconne. Alors, je prends les messages. Anarchy08 qui dit d'ailleurs, on peut constater que Boris Vallaud a dépassé les 3 gigas que sa femme voulait imposer. Ofif qui dit salut Rémi, pour une fois je te vois en direct, force à toi et merci pour le taf abattu depuis des années. Merci à toi mon camarade. Bienvenue dans le Juste Bistrot. Cook54 qui dit 100% solidaire Rémi. Bah, merci à toi. Olivier Marstret, je suis partisan de la guillotine, point barre. Voilà, ça c'est quelqu'un de détendu. Voilà, c'est Olivier Marstret, c'est Pierre et Vacances dans son slip en ce moment. Pimouskassi, Rémi 1, le manichéisme 0. Marcel The Rock, Knafo est insupportable, son intonation, sa suffisance. Angry Monorsman, 15 000... Attends, 1500, tu n'es pas prêt à tout aux fonctionnaires. Attends, 1500, tu n'es pas prêt à être aux fonctionnaires.
J'ai rien compris. Ah oui, 1500 sur l'argent. Ok, putain, ça y est, je suis lent, pardon. J'ai encore la bière belge dans le son. Donc, Silla, 1206, on te vénérera à l'apéro tout à l'heure, on débattra en réel. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'est quand là c'est du côté de Nantes hein, que vous faites l'apéro, Silla, dis-moi. Magnifique, un bisou les copains. Magnifique, c'est magnifique, ça régale. Krilige, j'ai fait mon deuil du politique, je cherche juste le Frexit désormais. Une chèvre à chapeau mirée. Oh, t'es pas loin, je veux dire, Marcel Zoro, quelle bière hier? Alors, hier, on était au Belga à Lausanne. Et c'est un de mes endroits préférés. Hein. Si vous êtes de Lausanne ou si vous connaissez Lausanne, c'est une friterie belge que je trouve très très bonne. Je parle sous le contrôle de mon Geoffroy 90, belge de nature. Donc, est-ce que tu valides ou pas, mon camarade? Et ce qui est chouette, c'est qu'ils ont une belle sélection de bières. En pression, hier, il y avait... Alors, attends. Et là, on va travailler la mémoire. Hier, il y avait Chouf en pression. Il y avait Lupulus Opéra, il y avait La Belle, c'est une lager, non si lager, une pils de chez eux. Enfin je crois que c'est pas du belga, mais c'est un truc pas sectionné par eux. Et t'avais la Delirium Red, je crois. En pression, et peut-être encore une autre, je me rappelle plus, mais sinon ils ont beaucoup de bouteilles, et ça régale. Et en bouteille, ils ont des trucs super. Un Orval, j'adore, c'est bon, hein. Glou, donc c'est très très bon. Donc ouais, non, c'est super endroit si vous connaissez pas les amis. Ils ont une boutique à Genève aussi, enfin, ça grandit bien leur affaire, ils sont super, on les embrasse. Alors, mais on a des professionnels dans le chat, parce que Célix Alba, qu'est-ce qu'il dit, Célix Alba? Il dit... en parlant de reconquête, est-ce que quelqu'un a compris ce qui s'est passé avec Tegner et Nicolas Quipé? Je n'ai pas très bien suivi. Alors, j'avais prévu. Non, mais franchement, aujourd'hui, je suis dans la gourmandise, les copains. Je me fais plaisir. Vous savez, j'assume de plus en plus ma ligne là-dessus. Vous savez où j'en suis. Moi, je suis dans la ligne juste milieu. On distribue les coups et on verra. C'est plus une question de médias alternatifs, pas machin. Il y a l'îlot juste milieu. Vous pouvez venir, on boit un coup. Par contre, il faut se préparer à tabasser tout le monde. Et Eric Tegner. Alors lui, je lui pisse au cul, c'est officiel. Je vous le dis tout de suite, ceux qui avaient des doutes, c'est réglé. Voilà. À la Eric Cantona, je cite le poète, évidemment. Je ne fais que citer. Là, parce que j'en peux plus. Je vous fais le chapitre, on en a déjà beaucoup parlé. C'est un arriviste de première, rien n'est clair avec Frontières. On a quelqu'un qui aujourd'hui est quand même poursuivi pour harcèlement moral et agression sexuelle, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier parce que là, faut surtout pas dire de conneries. Oui, c'est ça, une plainte pour agression sexuelle et harcèlement. Je vous redis ce que je dis à chaque fois. Je relais ce qui est sorti dans les médias. Si cette plainte a été abandonnée, il faut je ferai le mea culpa évidemment. Au niveau des informations que j'ai aujourd'hui dans les médias de manière publique, cette plainte est toujours en cours. Eric Tegner n'a pas porté plainte en diffamation. Donc, l'enquête fera son œuvre, la justice fera son travail. D'ailleurs, à Frontières, ils aiment bien que la justice fasse son travail. Donc, c'est ce qu'on verra. Mais on a quelque chose de autrement suspect concernant Frontières. Bref, tout ça, vous le savez, on en a déjà parlé, on va pas refaire l'histoire. Mais là, ce qui s'est passé... Mais je savoure, les amis, je savoure. Parce que Frontières, un jour, les gens vont se retourner en se disant « Tiens, on s'est encore fait baiser. » Mais je vous l'annonce, je ne suis pas Nostradamus, mais à un moment donné, j'ai envie de me faire confiance aussi, tu vois. J'ai envie de me faire confiance et Frontières, c'est bon, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous avez vu cette tendance-là qui a émergé, le truc Nicolas Quipé. PAIE, donc l'histoire pour dénoncer les dépenses publiques mal foutues et compagnie. Il y a cette espèce de personnage fictif qui désigne le français blanc de 30-40 ans qui paye pour tout le monde et qui en a marre d'être toujours celui qui doit payer. Vous avez suivi cette histoire, ça a pété notamment sur Twitter. Et bref, il y a eu toute cette tendance, ça a un peu personnifier le fait de ces Français qui en ont marre d'être tondus en permanence. Donc je trouvais le mouvement super sympa. L'idée est vraiment chouette, c'est trop cool, c'est bien, ça personnifie, ça fait un mouvement qui permet aussi de
de centraliser la colère, parce que ça concerne des millions de Français, ça la personnalise, ça la centralise, et je trouve que ça lui donne une force. Et ce qui était chouette dans cette histoire de Nicolas Quipé, c'est que ça a émaillé, tu vois, il y a des comptes Twitter, Insta, machin et tout, on sait pas trop qui y a derrière, et je trouvais ça chouette, tu vois, c'était décorrélé de tous les partis, décorrélé d'autres médias mainstream ou alternatifs et tout, je trouvais ça super, tu vois, je trouvais ça vachement intéressant. T'as un côté un peu... toute proportion gardée, un côté un peu démarche gilet jaune sur les réseaux sociaux, tu vois, où tu viens mettre en avant une colère, personnifier une colère, permettre de l'exprimer à grande échelle. Donc je trouvais ça très bien, tu vois. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Oh bah tiens, le patron du média d'extrême droite Frontière dépose la marque à l'INPI pour la sanctuariser. Éric Tegner a fait enregistrer la marque au registre de l'Institut national de la propriété industrielle, tout en assurant ne pas être à l'origine de l'expression « il entend la protéger face à des trolls gauchistes ». Oh bah tiens, Éric Tegner qui essaie de se faire du pognon sur le mouvement Nicolas qui paye. Oh ben comme c'est bizarre. C'est-à-dire que Nicolas qui paye, en plus s'il utilise l'expression pour s'en faire un t-shirt dans une manif, il va devoir donner du pognon à Éric Tegner. Vous avez compris que c'est un escroc, il vous faut d'autres exemples. C'est assez clair où on est bon. Non mais ça va, tu vois. Franchement ça va quoi. Et je le redis, je prends énormément de pincettes et je suis précis là-dessus parce que je veux pas qu'il y ait d'incompréhension. C'est pas contre le travail qui est fait chez Frontière. Il y a des trucs que je trouve très intéressants, très bien. Je dissocie vraiment les deux. Mais attends, Éric Tegner, vous avez compris qu'il est en train de baiser tout le monde du côté de l'extrême droite et de récupérer le mouvement? Vous avez compris la salade ou pas? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est-à-dire que le mec qui se la joue peuple, qui se la joue France profonde, qui te dit nous on veut défendre la voix de ceux qui sont pas entendus, dès qu'il y a moyen de se faire un billet, il se prend le truc et t'imagines que la marque est déposée. Si toi, que tu sois de gauche, d'extrême droite, de machin, on s'en fout, toi du peuple, tu veux te faire un t-shirt Nicolas qui paye, t'avais le droit jusqu'à présent. Et ben là, tu vas devoir donner du pognon. Donc Nicolas qui paye encore. Non mais ça va, c'est bon. Ils commencent à me bander eux, mais je te le dis, ça, avec Frontière, ça va mal finir. Je vais me les farcir un jour. À ma modeste échelle, j'imagine que c'est pas ça qui les fait trembler. Mais à un moment donné, c'est bon. C'est en train de me gonfler, de prendre les gens pour des cons de cette manière-là. Et en plus, ce qui est rigolo, je vous parlais tout à l'heure, tu sais, de ce logiciel bidon, dès qu'il se passe quelque chose, de dire « ouais, les gauchistes ». Tu vois, Éric Tegner n'a même pas le courage d'accepter qu'il veut se faire du pognon sur les Nicolas qui payent. Et les mecs te disent « non, mais c'est pour protéger des gauchistes ». Ah d'accord, donc en fait c'est toujours les gauchistes en fait. Ah d'accord, ok. Donc en fait si Frontière c'est un truc pour enrhumer l'extrême droite et ramener la grogne populaire vers un néolibéralisme d'extrême droite, en fait c'est tout le temps à cause des gauchistes. D'accord. Le harcèlement sexuel en fait c'est les gauchistes. Ah d'accord, ok, d'accord. Non mais les pratiques cheloues de harcèlement et tout au travail, ah d'accord, c'est les gauchistes. Ah c'est fou, hein. C'est dingue quand même. Hein. C'est quand même beaucoup les gauchistes, hein. C'est dingue, hein. C'est dingo. Hein. Non mais ça va, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça me gonfle, franchement ça me gonfle, le piège qui est en train de se mettre en place, mais de manière factuelle sur les médias alternatifs, où le système médiatico-politique a bien compris que de plus en plus de Français se détournaient des paroles officielles, aussi bien politiques que médiatiques, et ils sont en train de construire un cheval de Troie, mais sous nos yeux. Et ça passe, tu vois. Et il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, mais tu t'en prends à Frontière parce que t'es un gauchiste et tout. » Mais faites-vous enfler si ça vous fait plaisir. Faites-vous enfler par cette extrême droite-là et vous allez vous retourner en vous disant « Ah, trop drôle, c'est Macron qui aime pas les Arabes, en fait. Ah, trop marrant. En fait, c'est exactement comme avant, mais juste avec le côté ouais, les migrants, tu vois. Ah d'accord, trop bien, tu vois. Non mais c'est bon, tu vois, c'est bon. Donc ça commence à me gonfler ces histoires-là. C'est grossier. Et donc c'est bon quoi. On va pas encore se faire enfler. Ils sont en train de construire un discours alternatif et je pèse mes mots là-dessus, les amis. Je vous invite à faire le parallèle entre ce que l'extrême droite est en train de devenir, aussi bien Knafo Reconquête que Bardella RN. Hein, je veux dire,
C'est la même salade, hein. Vraiment, c'est le croisement entre le néolibéralisme et le discours on n'aime pas les Arabes, tu vois. Donc tu vas récupérer le détournement de ces millions de Français qui votaient RN en pensant que enfin des gens allaient pouvoir répondre à leurs soucis du quotidien. Et en fait, tu vas récupérer le truc en disant ouais, vous inquiétez pas, ouais, on a compris. Et en fait, derrière, c'est du néolibéralisme pur jus à la Mélanie où tu vois bien ce que ça donne. Donc en gros, toute cette extrême droite bidon qui est en train de se construire, qui dénature complètement le projet de l'extrême droite originelle, bref, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bref, extrême droite néolibérale, on va dire ça. Ben en fait, comparez-la à l'ascension de Macron, et vous allez rigoler 2 minutes. Comparez-la à tous ces médias qui se sont montés de toutes pièces. Je pense au journal Le 1, par exemple, où on a trouvé toute la galaxie du système médiatico-politique bien en place, qui cherchait un moyen de s'auto-reproduire. Ils ont fabriqué Macron. Donc, posez-vous la question. Et d'ailleurs, là-dessus, les amis, je suis jaloux. Je vous l'ai dit, j'ai assumé ma position. Je suis complètement jaloux du développement de Frontières. En 1 an et demi, ils ont lancé une revue en kiosque, une plateforme vidéo d'une très grande qualité. Nous, on a fait la boîte noire, on s'est démerdé comme on pouvait. On prend une danse énorme parce qu'ils ont fait un truc qui est propre, qui est beau, qui est agréable, qui est tout ce qu'on veut. Revue en kiosque, plateforme vidéo, un site de dingue, une équipe de 10 bonhommes. En 1 an et demi, on finance ça comme ça et les mecs te disent on est indépendant. Ah d'accord, ok. On n'a pas l'impression de se faire prendre pour des pigeons à tout hasard. Parce que pour le coup, moi je vous parle de l'intérieur. Pour le coup, avec l'équipe Juste Milieu que je salue, que j'embrasse, on essaie de se sortir les doigts, tu vois, on fait des trucs comme ça. On fait Juste Mensuel. Alors oui, Juste Mensuel, c'est vrai que c'est, je vais pas vous mentir, c'est pas très beau. Je vais pas vous mentir, c'est pas le papier glacé du truc en kiosque, c'est vrai. C'est même plutôt pas beau, hein, c'est vrai. Mais on se le fait en se sortant les doigts, tu vois. Et en fait, on n'a pas financé tout ça en 1 an et demi. Tout ce qu'on a fait, on s'y est filé, comme on dit. On se l'est pelé. Tout ce qu'on fait chez Juste Milieu, le financement, il est traçable. On a fait Juste Mensuel, on a gagné du pognon, on a fait le banquet. On a gagné du pognon, on a fait la boîte noire. On a gagné du pognon, on fait le spectacle, tu vois. Donc vous pouvez avoir la traçabilité de tout. Et je le redis, c'est pas contre la qualité du travail de Frontières. Je dis juste qu'à un moment donné, que quelqu'un vienne m'expliquer comment un média indépendant finance ça en 1 an et demi. Avec une rédaction de 10 bonhommes aujourd'hui. Je demande juste ça, par curiosité, je demande juste ça. Et j'insiste, je suis parfaitement jaloux. Donc tu vois, c'est pas, je me pose pas en mode je veux savoir, je suis jaloux. Parce que moi, en tant que média alternatif, ça me régalerait de pouvoir faire des trucs comme ça, de pouvoir faire mon travail avec ce genre de support aussi bien développé et tout machin. Donc ouais, je suis carrément jaloux. Je suis évidemment jaloux. Mais au bout d'un moment, quand je vois ce genre de truc, de Tegner qui fait tout ce qu'il peut pour aller chipper du pognon jusqu'à trahir une démarche qui est une démarche du peuple avec ce mouvement Nicolas qui paye, tu dis bon ben voilà, vous avez eu Macron, vous aurez l'extrême droite néolibérale. Donc soit il y a ceux qui ont compris que bon, quand tu t'es fait baiser une fois, t'as pas kiffé, t'y retournes pas, tu vois. Bon, bah, si vous voulez y retourner, il n'y a pas de problème. Par contre, ne venez pas vous plaindre. Une fois qu'il y aura, que ce soit Knafo ou Bardella, en 2028, tu vois, on aura bien monté le champignon, on aura bien bourré le mou aux gens, quand en 2028, on va dire, bah, ah, ça y est, hein, on a mis l'extrême droite au pouvoir, dehors les Arabes. Et que là, ils vont te dire, ouais, alors c'est vrai, on avait dit dehors les Arabes, mais en fait, comme on est alliés au grand capital et comme on est un peu leur pute, en fait, on va faire encore plus de migrants. Bah ouais, parce que les Français veulent pas prendre ces travaux-là, ces métiers-là, donc on fait venir comme en Italie, 500 000 migrants en 3 ans. Ouais, mais désolé, en fait, c'est comme on est les putes du système capitaliste, on est obligé de se soumettre aux grands patrons. Alors tu sais, les gens qui ont voté extrême droite, ils vont dire ah bon, allez, passe. Mais sur la défense de la culture française. Ouais, alors c'est vrai qu'on vous avait promis ça, mais en fait, comme on est américanisé jusqu'au trou de balle, en fait, même ça, on va pas le faire. Parce que Bardella, si c'est la défense de la culture française, moi, si tu veux, je suis une chouette culotte. Je veux dire, Bardella, la culture française, c'est quoi? Je bouffe des haribots et je fais des TikTok sur du Rihanna. Ah d'accord. Alors, sans tomber à l'autre extrême, tu vois, des gens qui se déguisent en Moyen-Âge aujourd'hui et qui font leur jambon, tu vois, je trouve ça très bien sur le côté terroir. Non, j'enlève le jambon, ça, je trouve ça génial. Mais les gens qui bandent les valeurs du Moyen-Âge en 2025, tu dis, c'est peut-être un autre extrême. Au milieu, il y a peut-être une culture française qui bricole bien, qui reste moderne, mais pas américanisée jusqu'au trou de balle. Bon, bah, tu vois, même ça, ils vont apporter l'extrême droite néolibérale au pouvoir, puis après, ils diront, non, mais en fait, vous savez, la culture française, nous, on fait les cagoles sur TikTok, donc vous savez, c'est pas trop notre truc. Ah bon. Bon alors on s'est fait baiser sur l'immigration, on s'est fait baiser sur la culture française, mais du coup on vous a amené au pouvoir pour avoir un peu plus de pognon, parce que nous les Français de la France profonde on galère en fait.
Vous nous avez dit on va répondre à vos problèmes. Ils sont où les pognons? Ah bah non, parce qu'en fait... Ah merde. Ah oui, ça, on vous avait pas dit non plus. En fait, comme on est néolibéral jusqu'à la rate, néolibéraux jusqu'à la rate, bah en fait, les mesures de coupe dans les dépenses, bah on va les faire. Bah parce qu'on est aussi les putes de l'Union Européenne. Souvent, ça va ensemble, tu vois, les putes du grand capital, les putes de l'Union Européenne. Et en fait, bah on va faire comme Macron. Bah parce que c'est pas nous qui décidons, c'est Bruxelles. Ah, on est désolé, ouais. Bah, je sais, vous nous avez amené au pouvoir, vous attendiez tout ça, mais en fait, désolé, tu vois. Donc, vous faites ce que vous voulez. Ceux qui bandent sur Bardella, sur Knafo, il n'y a évidemment aucun problème. Et peut-être que je me trompe. Je sors les trompettes, je fais le malin. Peut-être qu'ils vont s'y filer et tenir leurs promesses. Mais quand je vois l'état des discours actuels, j'y crois moyennasse. Hein. Je ne vais pas vous mentir, j'y crois moyennasse. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Venez m'expliquer que le constat que je fais là, c'est un truc d'affreux gauchiste, c'est un truc d'escroc, que j'en veux à Knafo parce qu'elle est tellement forte que c'est en fait la Jeanne d'Arc qu'on n'avait pas vu venir. Ok, pas de problème. Peut-être que vous aurez raison, peut-être que j'aurai raison. On verra. Mais en attendant, quand tu vois le dispositif médiatico-politique qui est mis en place pour porter cette extrême droite néolibérale au pouvoir, bon, hein, si Knafo a dérangé le système, il n'y aurait pas tout ce fonctionnement médiatico-politique autour d'elle. Hein. Regarde le traitement de ceux qui dérangent vraiment le système. C'est quand même pas la même ambiance, tu vois. Donc bon, voilà. Excusez-moi, je me suis emballé là-dessus, les copains. Je suis lancé plein gaz. Mais de toute façon, ça va être de pire en pire jusqu'en 2027. Hein. Parce que tout ça, je supporte plus. Hein. Vraiment, je supporte plus. Donc, je commence à en avoir marre. Vous pensez ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais venez pas raconter que ceux qui font le constat que je fais là, qui est un constat factuel, sont des affreux gauchistes ou je sais pas quoi. Vous n'aurez pas plus raison en pensant qu'on est des gauchistes. Et ça marche pour les gens de gauche qui n'auront pas plus raison en pensant qu'il n'y a que des droits tardés qui leur en veulent. Faut être très clair aussi là-dessus. Bref. Ah, je me suis emballé. Tu vois, j'ai du gaz. Ah, j'ai du gaz. Ah ouais, je suis en forme. En plus, vous êtes nombreux, ça régale, les amis. Envoyez les subs, les cœurs sur TikTok, mettez-moi des cœurs. Faites tapoter, il faut tapoter. Allez-y. Hein. Je prends vos messages, les copains. Hervéro qui dit alerte info, c'est comme les gueux. J'ai appuyé sans faire exprès. Hervéro qui dit c'est comme les gueux. Jardin vient de créer l'association pour faire des dons. Regarde Rémi sur X la composition du bureau. Ah mais lui je peux pas le blairer non plus. De toute façon aujourd'hui, je veux pas vous mentir, plus le temps passe, plus j'en ai plus rien à foutre. Moi je suis pas là pour me faire des copains, donc j'en ai plus rien à taper, que ça plaise ou pas. Alexandre Jardin, il est fort gentil, hein, je veux pas non plus charger la mule. Il est fort sympatoque, il n'y a pas de problème. Par contre, quand t'étais au meeting de Macron en 2017... Voilà, le retournement de veste, ok, il n'y a pas de problème, ça arrive. Par contre, mollo l'astico, quoi. Si tu veux passer de bandeur de Macron à défenseur des gueux. Hein, attends. Attends, laisse-moi juste me mouiller la nuque. Parce que là, j'en ai marre de me mouiller la nuque, si tu veux. Donc, voilà. Alors, attends, mon Hervéro, je vois pas ce que tu me dis. C'est quoi cette histoire de bureau, de je sais pas quoi j'étais pas au courant, très honnêtement, je sais pas. Ah oui, ils ont fait leur truc. Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'association Les Gueux est officiellement créée. Président Alexandre Jardin, secrétaire général Laurent Jaoul, je sais pas qui c'est très honnêtement. Trésorier Arnaud Benedetti, prof associé Paris-Sorbonne, rédacteur en chef, revue politique et parlementaire. Ah oui, bah c'est bien. Ah ouais, éditorialiste chez Radio J. Ah bah on est bien là, dit. J'étais même pas au courant. Ah ouais, on fait un truc les gueux, ça y est, on sort du système. Le trésorier, il est rédacteur en chef de la revue politique. Non mais vas-y, mais franchement, mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Bon bah Alexandre Jardin, j'y pisse au cul, comme ça c'est réglé aussi. Non mais tu vois, je savais même pas cette histoire. Je vous racontais juste le truc de Alexandre Jardin présent au premier tour à un meeting Macron avant le premier tour. Je dis ok, ça peut arriver, tu sais quoi, on peut changer d'avis dans la vie, y a pas de problème. Finalement tu découvres le bureau, tu dis tiens, encore une enculerie quoi. Bon, allez, Alexandre Jardin, c'est réglé, dehors, voilà. Il va plus rester grand monde. Moi je vais plus avoir de copains, hein, force. Ah ouais, je suis pas prêt de l'inviter sur la chaîne. Alors attends, pourquoi l'émission elle est terminée sur TikTok? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh non, putain, on vient de se faire ban sur TikTok encore.
Oh putain, on a pris 24 heures maintenant. Je sais pas pourquoi. Oh, tant pis, c'est pas grave. On s'en fout. Non, mais... Non, mais c'est terrible parce que je le redis, non mais je me suis emballé, ça me fait rire, un fou rire un peu nerveux les amis, excusez-moi, mais si tu veux, c'est pas contre Alexandre Jardin en tant qu'individu, j'insiste là-dessus, c'est pas en tant qu'individu, et sûrement c'est quelqu'un de convaincu, il n'y a pas de problème et tout, mais tu ne peux pas plus symbolique de ce que je vous décris depuis 20 minutes, c'est-à-dire de l'entrisme du mainstream, de l'entrisme du système médiatico-politique mainstream dans le monde alternatif. Je veux dire, il y a une preuve que je viens de vous montrer en direct, même moi j'étais pas au courant. En fait, que tu regardes l'association du mec... Bon, bah voilà, en fait, son trésorier, c'est un journaliste qui est bien installé dans le milieu. Et Alexandre Jardin, c'est un bien installé dans le milieu. On me dira ce qu'on veut. Mais c'est encore un truc pour enrhumer les gens. Donc, au bout d'un moment, c'est pas pour le plaisir de grogner. C'est pas pour le plaisir d'être toujours le mec qui est jamais d'accord avec tout le monde et tout. Mais à un moment donné, excusez-moi de vous parler en tant que citoyen, et ce genre de truc me gonfle. Donc, j'en ai plus rien à foutre que ça plaise à tel ou tel média alternatif ou quoi. J'en ai absolument plus rien à foutre. Mais vous avez les preuves sous les yeux des chevaux de Troie que le système est en train de fabriquer. Donc, après, voilà, il y a pas de problème. Et il y a Edo 366 qui dit, et c'est important parce que ça me permet de clarifier ce point, qui dit du coup, on fait quoi? Il y a que juste milieu et tout le reste est pourri. Pas du tout. Tu vois, pour le coup, c'est vraiment pas ce que je dis. J'ai insisté plusieurs fois déjà là-dessus. Je vous invite juste à voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est exactement ce que je disais sur la politique. Suivre des médias, oui, mais les suivre en conscience. Donc, juste milieu, vous connaissez mes conflits d'intérêts, vous connaissez ma façon de faire, vous connaissez tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, la seule chose à laquelle je tiens, c'est ça. C'est que les gens soient clairs et transparents. Alexandre Jardin, il crée son association Les Gueux, c'est super. Bon ben voilà, le trésorier, c'est Radio J, revue politique. Vous savez qui est qui. Ok, bon bah c'est bon, après ça roule. C'est juste d'être transparent. Ça suffit de prendre les gens pour des cons, c'est ce que j'ai essayé de défendre chez Idrissa Berkane. Ne nous croyez pas sur parole parce qu'on est des médias alternatifs. On a aussi le droit de faire la merde. Et peut-être qu'un jour, avec Juste Mieux, je ferai de la merde. Peut-être qu'un jour, je vais faire un truc, je vais aller trop loin, je vais essayer de vendre un truc qui sera pas bon, un truc qui vous plaira pas. Vous allez dire Rémi t'as abusé, ben faudra me dire Rémi t'as abusé. Faudra pas dire Rémi c'est génial parce que vous me suivez depuis 2 ans. On a aussi le droit de vous prendre pour des cons. Donc j'appelle juste à la méfiance. Je passe mes journées à dire attention à ce système médiatico-politique qui nous prend pour des buses. Donc pourquoi je ne ferai pas le même travail sur les médias alternatifs ? Et sur n'importe quelle autre sphère. Je fais juste mon travail. Donc ne nous croyez jamais sur parole. Soyez vigilants, soyez prudents. Point. Après, vous suivez qui vous voulez, vous aimez qui vous voulez. On s'en fout complètement. Mais au bout d'un moment, ça me gonfle, quoi. Et là, vraiment, t'as le truc, mais en direct live. En direct live, je savais même pas, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Alors, attends, parce que je vais vérifier TikTok. Qu'est-ce qu'on a foutu encore, putain. Attends, est-ce que j'ai le motif de qu'est-ce que j'ai fait? C'est fou d'être ban en permanence. Non, mais on rigole, mais un jour, j'aurai plus de compte. Hein. Ça va pas... C'est pas marrant, ça, normalement. Je sais pas, le prix 24 heures, on sait pas. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais voir le motif parce que là j'ai dû dire des bêtises apparemment. Il y a Vosgos qui dit une grande partie de la bourgeoisie a toujours essayé de se faire passer pour des gens qui sont aux côtés du peuple. Ce sont des imposteurs et des menteurs. Ils n'assument pas leur position sociale mais la défendent par leur mode de vie. Complètement d'accord. Et Claquins qui dit tu t'auto-censures pas assez pour TikTok. C'est pas impossible ça par contre. Non mais je suis juste curieux de ce que j'ai pris. Attends, tu vois, ils vont me le dire. Ah je baille. Aïe aïe aïe. Harcèlement et intimidation. Ah merde. Oh la tuile. Ah bah effectivement, ils vont me bloquer souvent. Bon, c'est pas grave, ça doit être Julien. Pas. Divinite, RE 974 qui dit Rémi, je te trouve juste dans la plupart de tes raisonnements. Ceux qui comprennent pas ça ont juste pas les oreilles ouvertes. Même si moi j'ai quelques désaccords avec toi, globalement tu es prudent, méthodologique et complet dans tes analyses. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est ce qui me plaît comme retour, les amis. Moi je cherche pas à vous convaincre. Je trouve ça très bien, au contraire, que vous puissiez de plus en plus nourrir vos avis et de plus en plus ne pas être d'accord avec moi. C'est tout le but de la manœuvre. Hein. C'est pas une secte ici. Hein. C'est pas la République en marche. Donc ça me plaît beaucoup, au contraire. Romain Durif, quand est-ce que tu fais une interview chez Tabibian? C'est pas prévu. Peut-être que ça se fera jamais. J'en sais rien. Je sais pas, pour l'instant c'est pas prévu. Donc voilà les amis, on va enchaîner sur le gros sujet du jour. Est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les copains, los copinos, toujours l'Espagne avant tout, la paella,
Les amis, on y va avec ce livre dont je voulais vous parler. Retour sur les histoires des cabinets de conseil, et il y a du nouveau. Il y a du nouveau, les amis, et ce bouquin, je voulais vous en parler. Alors, je vous connais, vous allez me dire, Rémi, McKinsey, c'est un vieux sujet, faut passer à autre chose. Eh ben non. C'est aussi ça la vigilance, c'est aussi ça le travail juste milieu, c'est de remettre les dossiers, tu vois, remettre le métier sans cesse sur l'ouvrage, parce que sinon on oublie. Et ce bouquin, qui effectivement donc, s'appelle Les Infiltrés, signé Mathieu Aron et Caroline Michel Aguirre, qui sont 2 journalistes français, ce bouquin il est sorti en février 2022. J'en ai du retard. Je suis tellement attardé, on dirait Bayrou. C'est vrai que j'en ai du retard. Et en fait, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, en me disant, je m'attendais pas, en fait, si tu veux, à découvrir de nouvelles choses. Et je l'ai lu par acquis de conscience, que ce bouquin avait beaucoup fait parler. Je me suis dit qu'au moins, je l'ai lu. Et en fait, ce qui m'a étonné, et vous le savez, on en parlait il n'y a pas longtemps avec une autre lecture que je vous avais proposée, c'était la tragédie de l'Élysée, c'est que comme d'habitude, les médias ont relayé certains éléments de ce bouquin, ça a beaucoup fait parler, mais ils en ont oublié d'autres. Et je voulais revenir avec vous, les copains, pour remonter plusieurs éléments autour des cabinets de conseil, parce qu'on a beaucoup parlé de McKinsey, ça a un peu centralisé les débats, mais comme d'hab, on prend un point de centralisation des attentions pour faire croire que le problème n'est que là. Et ce que je trouve intéressant avec ce bouquin, c'est que ça ouvre beaucoup plus large pour comprendre l'aspect tentaculaire du problème des cabinets de conseil. Alors, pour ça, je vous ai découpé un peu la présentation de ce bouquin. Vous savez, je reviens à mes premières amours, les amis, de vous parler de livres. Vous savez, j'adore ça. J'ai plusieurs volets dont je voulais vous parler. Et le premier, c'est l'aspect historique des cabinets de conseil. Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais au fond, on ne sait pas d'où ça vient, tous ces trucs-là. Et on a surtout... beaucoup de médias mainstream ont présenté la chose en faisant presque croire que les problèmes étaient liés à Macron. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et les autres ont peut-être même fait pire. Je sais que c'est étonnant. Alors, petit élément historique sur McKinsey, pour vous donner un élément de contexte, ça vous fera peut-être gagner au Trivial Pursuit. C'est pas l'élément le plus piquant qui vous attend dans cette séquence, mais ça fait toujours plaisir. Je vous lis. Page 39, je vous donne les repères pour ceux qui ont le livre ou qui comptent l'acheter. La première de ces sociétés est la plus ancienne, fondée en 1926 par un professeur de comptabilité de l'université de Chicago, James McKinsey. Ce pionnier a inventé un métier, la vente de conseils aux grands patrons, et une méthode, l'orientation de la stratégie des entreprises en fonction de leurs résultats financiers. Les consultants américains sont les héritiers du taylorisme. Dans les années 80, ils vont appliquer la même organisation scientifique du travail à la fonction publique. Ils entreprennent de la démanteler à coups de privatisation et transforment les fonctionnaires, du moins ceux qui ont échappé à la purge, en ouvriers de bout de chaîne, privés d'autonomie et soumis à des reportings permanents. Alors, je pourrais arrêter la vidéo ici. Parce que et d'où l'importance de l'aspect historique, quand vous allez regarder l'histoire de McKinsey, depuis le début, c'est acté qu'ils vont faire ce qu'ils font. C'est-à-dire dégraisser l'État public, dégraisser la sphère publique, privatiser à outrance et transformer l'État en une machine d'exécution en bout de chaîne. Donc c'est là où le scandale des cabinets de conseil, au fond, il est nul et non avenu, parce que les cabinets de conseil font leur boulot. C'est un petit peu comme avec le monde de la pharmaceutique. Ça a fait scandale au moment du Covid où des gens se sont réveillés en disant « Mon Dieu, Pfizer, ils veulent vendre des vaccins. » Ben oui, c'est une entreprise. Donc ils sont là pour être rentables et faire du pognon. Donc une entreprise du secteur pharmaceutique, elle vend des médicaments. Bon, ben Pfizer, ils ont intérêt à vendre des vaccins. Et partant de là, l'aspect historique, c'est la base même pour comprendre que tout ça est normal et qu'il n'y a aucun scandale en vérité. Les cabinets de conseil font ce pourquoi ils sont payés. Qui plus est par l'État, en l'occurrence français, en toute connaissance de cause. Donc l'État qui se tire plusieurs balles dans le pied, tu vois. Alors, toujours sur les origines, pour comprendre comment tout ça s'est installé, et j'ai trouvé ça très intéressant, je voulais vous partager cet élément, les copains, toujours sur l'aspect historique de comment les cabinets de conseil ont fait leur trou en Occident, page 40-41. Selon lui, le tournant s'est produit dans les années 90, lorsque l'élite administrative a essuyé plusieurs revers majeurs, notamment sur la réforme de l'hôpital ou avec la première version ratée de la carte vitale en France.
Incapables d'endiguer les dépenses publiques, accusés de défendre un statu quo protégeant leurs intérêts et délétères pour l'économie, les grands corps ont perdu leur prestige. En même temps, poursuit le sociologue, les grands cabinets sont devenus très puissants et très riches, déjà fortement implantés aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi dans les pays scandinaves et en Allemagne. Ils ont proposé à la France d'appliquer les recettes qui marchaient ailleurs. Ils avaient en outre les moyens d'embaucher l'élite française à la sortie des grandes écoles de commerce et de l'ENA, et pouvaient les envoyer se perfectionner dans les MBA des plus prestigieuses universités américaines, Harvard, Stanford, le MIT, avec lesquels ils avaient noué des liens. Donc, ce qu'on comprend avec le contexte historique, et c'est là aussi intéressant, ça résonne drôlement avec l'actualité française, c'est que les cabinets de conseil se sont installés en France avec l'objectif de réduire les dépenses publiques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit le pouvoir en place ? On va dégager les cabinets de conseil parce que ça nous a coûté de l'argent public. Donc, cette excuse de l'argent public, elle est là depuis la nuit des temps, en fait. Et tu vois bien toutes l'escroquerie du bordel. Évidemment, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Et on n'a pas besoin de ce livre pour le savoir. Mais sur l'arrivée des cabinets de conseil, il est quand même très drôle et hautement symbolique de savoir qu'ils se sont installés dans la quête d'une réduction des dépenses publiques. Et c'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Je trouvais l'histoire plutôt jolie. Alors, quand je vous disais que tout ne commence pas avec Macron, j'ai trouvé des éléments intéressants et pour tout vous dire que j'ai découvert. C'est pour ça que je suis content de vous parler de ce livre parce que c'est un partage de lecture. Partage de lecture, vous savez, j'aime bien vous parler de ça et parfois j'apprends des choses dans les livres. C'est pour ça que je les lis d'ailleurs. Même souvent, j'apprends des choses dans les livres. Et en fait, tout ne commence pas avec Macron. Le véritable virage, l'entrisme des cabinets de conseil en France, c'est avec Nicolas Sarkozy. Et avec une période dont on se rappelle tous, et je ne sais pas vous si vous le saviez, dites-moi en commentaire ce que je vais vous lire si vous le saviez ou pas, mais moi je l'ai appris dans le bouquin, je vous lis page 36. Qu'on en juge, l'une des premières décisions de Nicolas Sarkozy, élu à la présidence de la République quelques mois plus tard, consiste à noter ses ministres. On a peut-être oublié cet épisode, mais il suffit de feuilleter la presse de l'époque pour se remémorer l'enthousiasme que soulève alors l'innovation sarkozienne. Au moins chez les commentateurs, voilà une manière moderne de faire de la politique et même de la réhabiliter en la tournant vers la performance. Et en fait, l'histoire de ce truc, le premier ministre de ce gouvernement entreprise, François Fillon, a chargé Mars & Co, donc un cabinet de conseil, d'établir les critères d'évaluation de ses ministres. Coût de la mission, 135 000 €. Et je me suis dit, ah ouais tiens, en fait ces méthodes-là arrivent sous Sarkozy. Et il y a un autre élément qui va encore plus loin avec une réforme dont tout le monde se rappelle. Et vraiment, j'y vais proportionnellement les amis. J'ai des trucs à la fin, je sais que les souverainistes d'entre vous, ça va pas du tout leur plaire ce que je vais vous dire. J'y vais crescendo, vous connaissez la maison. Mais je reviens à cette réforme qui a été prise sous Sarkozy. Et j'ai découvert qu'elle était directement liée au cabinet de conseil. Je vous lis page 38. Une révision qui en réalité... donc c'est sur le rang... Attends, c'est bien ça, hein, page 38, que je vous dise pas de conneries. Ouais, c'est ça. Une révision qui a en réalité pour principal objectif de rogner sur les dépenses. Le principe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite est acté. Ceux qui sont au pouvoir n'ont déjà à la bouche que la réforme de l'État. Ils parlent de coupes budgétaires, de productivité et même de dégraissage. Mais aucun ne prévient que cette gestion des services publics avec les outils et les objectifs de rentabilité des entreprises privées va faire la fortune des consultants. Ils le savent pourtant, ou devraient le savoir. Ils n'ont qu'à traverser l'Atlantique ou même seulement la Manche. Cela fait 20 ans que certains de leurs homologues anglo-saxons ne jurent que par le New Public Management. Donc, le New Public Management, si vous voulez, c'est un peu la bible stratégique des cabinets de conseil. C'est l'idée, elle est toute bête, importer les méthodes des entreprises privées dans l'État. Les questions de rentabilité, de concurrence, de machin de bidule. C'est un poison, c'est un véritable poison. Eh bien, la réforme de Sarkozy du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, au départ, c'est un conseil de cabinet de conseil. Ça vient de là. Et franchement, je ne savais pas. Je ne savais pas, les amis, parce qu'on a beaucoup parlé de cet élément-là. On a beaucoup parlé de Sarko, de cette réforme assez mémorable qu'il avait laissée derrière lui. Eh bien, ça vient des cabinets de conseil. Donc, cet élément, je tiens à vous le rappeler, pas pour mettre dans la gueule de Sarko, c'est pas tant ça le sujet. C'est juste pour expliquer que, attention, Macron n'est que la continuité d'un système. N'est que la continuité d'un ensemble de décisions. Il serait trop facile et hautement réducteur, et ça disculperait les autres, que de dire que tout commence avec Macron. Et une fois Macron disparu, ce sera terminé. Et vous allez voir qu'il y a des drôles de personnages auxquels on ne s'attend pas, qui ont recours au cabinet de conseil. Et je trouve ça très intéressant, je trouvais ça vraiment très intéressant. Alors, deuxième volet de la vidéo, pour aller un petit peu plus vite, parce que ça on en a beaucoup parlé.
sur les non-dits du Covid. Et ça, pour le coup, je pense que vous êtes nombreux à le savoir déjà, mais un rappel ne fait jamais de mal. Un épisode au tout début de la crise du Covid-19, je le relis, au mieux ça nous le remémorera. 12 mars 2020, prise de parole d'Emmanuel Macron à la télévision. Notre pays fait face à la propagation d'un virus. Le Covid-19 a déjà touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Le président se veut néanmoins rassurant. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Il est toujours intéressant de confronter les discours aux faits. Car en coulisses, ce même 12 mars, le ministère de la Santé signe un contrat avec le cabinet Sitwell, cabinet de conseil. Malgré son nom à consonance anglo-saxonne, cette société a été créée en 2024 par le français Laurent Penard, un ingénieur centralien qui a fait toute sa carrière dans le conseil en approvisionnement, la supply chain comme on dit en anglais. C'est à lui qu'Olivier Véran confie la mission de venir en aide à Santé publique France, l'agence gouvernementale chargée des questions sanitaires. Objectif, connaître l'état des stocks de masques en France. Alors, ça on en avait beaucoup parlé, mais je trouve ça toujours intéressant de le rappeler, c'est que quand Macron nous disait « c'est bon, on gère », au même moment, ils ont commandé une prestation de conseil pour connaître l'état des stocks. Alors que c'est tout le boulot d'un truc comme Santé publique France. Donc on est dans la gabegie d'argent public, dans les mensonges, dans la dissimulation. Mais tout ça, on en a déjà beaucoup parlé par rapport au Covid. Je trouve que la piqûre de rappel est intéressante, sans mauvais jeu de mots. Autre élément, pareil, pour aller un petit peu vite, toujours en lien avec le Covid. Quant à la création d'un système informatique capable de collecter toutes les données de la vaccination, état civil du patient, date et lieu des injections, vaccins utilisés, nom du praticien, etc., le ministère de la Santé l'a confié à Accenture, un leader américain du conseil en informatique, connu pour travailler en partenariat avec Microsoft, autre géant d'outre-Atlantique, pour la conservation virtuelle des données dans le cloud. Un choix surprenant alors qu'un mois pile avant la signature de ce contrat, le 9 octobre 2020, la CNIL avait demandé au gouvernement de cesser d'héberger les données de santé des Français chez Microsoft ou toute autre société de droit américain du fait des risques de fuite d'informations sensibles sur la santé de la population française. Donc, très clairement, le gouvernement français a outrepassé la loi, enfin pas la loi, mais en tout cas a outrepassé une décision de la CNIL, et que, à l'encontre de tout ça, à l'encontre de nos intérêts de souveraineté, le gouvernement français a confié le stockage des données à Microsoft, et des données de santé sensibles. Donc ça aussi, c'est un scandale sur le scandale sur le scandale. On va pas remettre le couvert sur le Covid, on en a déjà beaucoup parlé. Mais là, on arrive sur les pépites. Et là, franchement, j'étais content. Il y a eu des belles choses. C'est pour ça que ce bouquin me plaît, et n'hésitez pas à le lire vraiment les copains, parce qu'il y a des choses sympatoches. Mais sur les grosses pépites que j'ai trouvées, tu te dis, ah ouais, quand même, on n'est pas sorti du sable. La première, on y va crescendo, le cas Jean-François Cirelli. Alors si vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter. Jean-François Cirelli, l'actuel président pour la France du groupe américain BlackRock, qui était auparavant senior advisor chez McKinsey, après avoir été le PDG de Gaz de France. Voilà, parce que tu as aussi du pantouflage. Voilà. Quand vous entendrez le nom de Jean-François Cirelli, vous penserez à moi. Le mec, il a été touché par la grâce. BlackRock, McKinsey. Derrière, vraiment une sextape avec Attali, c'est le jackpot. Hein. Vraiment, tu passes tes vacances à Cancun. Hein. Minimum. Voire à Châteauroux, hein, peut-être. Hein. Donc non. Une autre petite pépite, et là, accrochez-vous à vos slibards, parce que je sens que ça va en rendre grognon certains. Tiens, vous allez reconnaître au nom. Tiens, petite devinette. Je vous donne pas le contexte, vous allez reconnaître. À la même époque, un autre membre important du BCG, donc c'est le Boston Consulting Group, c'est un des plus gros cabinets de conseil américains, Guillaume de Montchalin. Nous, le même genre de relation. Le 28 juin 2016, cet ancien HEC, dont l'épouse Amélie de Montchalin, s'apprête à adhérer à En Marche, puis à se présenter sous cette étiquette aux législatives 2017 avant de rentrer au gouvernement en mars 2019, écrit à son ami banquier Stéphane Charbit et à sa compagne « Vous êtes l'un et l'autre, je crois, impliqués de près ou de loin dans le mouvement En Marche de notre bon ministre de l'économie. Or, dans le cadre d'une petite tradition que nous avons au BCG d'accueillir de temps en temps le vendredi midi des personnalités marquantes pour un échange ouvert avec notre staff, je me demandais si vous pensiez qu'Emmanuel Macron pourrait être intéressé par une telle opportunité. » Guillaume de Montchalin a alors le titre de partenaire associé au cabinet, où il est entré en 2009 pour le BCG, il a sillonné l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord ou du Sud. De 2012 à 2014, il a aussi travaillé au siège à Boston. Ouais, moi je savais pas. Je vous avoue, je savais pas. J'essaie de bosser mes sujets, mais je savais pas que le mari d'Amélie de Montchalin, aujourd'hui encore au gouvernement,
ministre chargé, vous allez rire en plus. Elle est chargée de quoi? Des comptes publics. Ouais. Et ben son mari bosse... son mari ou son compagnon, après je sais pas quel est le statut marital, et comme on dit en latin, je m'en bats les reins, mais il est en cabinet de conseil. Bah c'est pratique. Le soir, autour de la salade feta jambon cru, chérie, comme t'es compte public, du coup, comment on peut baiser les Français? Bah attends, bouge pas, j'ai les comptes. Et ben voilà. Mais c'est pour ça, j'insiste les amis, et après je continue hein, sur mes petites pépites. Arrêtez d'être complotiste. J'insiste lourdement là-dessus. Ça ne sert à rien. Vraiment. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Vous allez vous fatiguer. Lisez, renseignez-vous. Vraiment. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile que faire des suppositions, sincèrement. Une autre petite. Là encore, vous devinez au nom, hein, Guillaume Casbarian, manager chez PMP, un autre cabinet de conseil, moins célèbre que les Big Three, McKinsey, Bain et BCG américains, revendique être derrière Emmanuel Macron dès le premier jour. Je suis pas sûr la tournure de la phrase. Élu député à l'REM en Eure-et-Loire, il se fera en 2018 en tant que rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, le défenseur zélé de l'ancien ministre de l'économie, critiqué pour avoir accepté la vente du fleuron industriel français au géant américain General Electric. Ouais, Guillaume Casbarian, tu sais le costaud avec une moustache là. Et ben lui pareil. Alors aujourd'hui Guillaume Casbarian, il est député. Et il bossait dans les cabinets de conseil. Ben pourquoi pas? Non mais au bout d'un moment pourquoi pas en fait. Et j'en ai deux petites encore. Mais là par contre, je vous avoue que j'étais déçu. Je vais pas vous mentir, même moi j'étais déçu. Je m'y attendais pas vraiment à celle-là. Et va falloir que ça fasse un peu du bruit parce que c'est pas joli. Je fais des effets de manche, mais quand je vais vous donner le nom de la personne concernée, je pense que vous allez être beaucoup à dire « Oh non, oh ben non, pas lui ». Parce que pour le coup, on a envie d'y croire. Ouais. Je vais vous parler d'un général. 5 étoiles. Donc là, t'es au niveau de Thomas Pesquet. Hein. 5 étoiles, ça fait beaucoup d'étoiles. Hein. Je vous lis le passage. Je suis désolé. En mars 2018, l'information n'a pas fait les gros titres et pourtant, ce printemps-là, Pierre de Villiers, l'inflexible général qui 8 mois plus tôt a dit non à Emmanuel Macron et démissionné du jamais vu depuis un demi-siècle de son poste de chef d'état-major des armées pour protester contre la nouvelle cure d'austérité imposée aux militaires, le chantre apparemment intraitable de l'indépendance, l'apôtre de la souveraineté nationale intègre, un cabinet privé américain. Après avoir assuré depuis 2014 le commandement de toutes les opérations extérieures de la France, le voilà qui devient senior advisor au sein de l'un des plus grands groupes de conseil du monde, le Boston Consulting Group. L'histoire confine à la parodie, sinon à la caricature. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit un lien avec les De Villiers. Bah oui, c'est le frère de Philippe De Villiers, c'est son frérot. Donc, le général De Villiers a été recruté, peut-être bosse-t-il encore pour eux, par un cabinet de conseil américain. Ça la fout mal. Hein, dans l'héritage gaulliste indépendance française, quand tu bosses pour un cabinet de conseil américain, ça la fout mal. Et je vous avoue que là, j'étais un petit peu déçu. Parce que j'avais adoré la lecture de ses bouquins. J'aime beaucoup le bonhomme, son bouquin Servir notamment, que j'avais trouvé très intéressant. Celle-là, elle est belle. Tu vois, celle-là, elle est belle. Et j'en ai une petite dernière pour la route. Allez, une petite dernière. Alors promis, c'est pas de l'acharnement, mais bon, après c'est les faits, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, les partis politiques qu'on voit aujourd'hui qui te disent ouais, la souveraineté, la France c'est important, l'argent public est mal dépensé, bon, Reconquête, voilà, je vais pas passer par 1500 chemins, tu sais, Reconquête, quand ils te disent ouais, l'argent public, les scandales, les cabinets de conseil, alors faut pas qu'ils le disent trop fort. Ouais, non. Page 130, 131, tu vois, j'ai pris mes petites notes. Le cabinet Roland Berger, lui aussi, donc ça en plus c'est un cabinet allemand, si jamais, lui aussi de taille mondiale, a su convaincre le général Bertrand de la Chênaie, qui a débuté dans les commandos parachutistes mais a passé l'essentiel de sa carrière dans la gestion des effectifs. Un CV alléchant pour qui veut candidater au grand marché de la défense. Directeur général du pilotage de la transformation des armées de 2009 à 2014, le général de la Chênaie a été en charge, comme il le précise sur sa page LinkedIn, de la mise en œuvre des décisions de déflation de 2008 et du plan général de restructuration.
Il est devenu par la suite numéro 2 de l'armée de terre, à la retraite en 2018. Il a aussitôt fondé sa propre entreprise de consulting, n'osant faire un petit tour en politique. Candidat aux élections municipales de Carpentras avec le soutien du Rassemblement national, il devient à l'automne 2021 le directeur de campagne d'Éric Zemmour. Le tout en intégrant le cabinet de conseil Roland Berger. Ah bah j'ai hâte d'avoir des nouvelles d'Éric Zemmour et de Sarah Knafo qui vont venir critiquer les cabinets de conseil et défendre la souveraineté de la France. Hein. Parce que là, cabinet de conseil allemand, fallait le faire. Fallait le faire. Ah ouais. Ah j'ai hâte. Hein. C'est vrai que c'est pas de l'acharnement sur Reconquête. C'est juste qu'à un moment donné, faites des efforts. Parce que moi, je fais que relever les faits. Hein. C'est pas... S'il y a rien, je dis rien, moi. Hein. Tu sais, je suis pas compliqué, moi. Donc, ouais. C'est... Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur ce livre. Les Infiltrés, c'est signé Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre. C'est publié chez Alary Éditions. Vous savez pourquoi hein, j'aime aussi lire beaucoup de livres les amis, parce qu'il y a plein de pépites et il faut lire, il faut se renseigner. Surtout, garder la tête dans tout ça parce qu'on peut toujours découvrir des choses. Les mainstream font le taf par moment, puis là on est dans le monde de l'édition, c'est quand même différent. Donc voilà pour ce bouquin ce que je pouvais vous dire les amis. Je crois qu'il n'y a pas plus d'éléments d'analyse à faire. C'est assez factuel me semble-t-il. Et je voulais donc absolument vous parler de ça les copains. Absolument vous parler de ce livre. J'ai appris des choses et j'aime bien vous partager ce que j'apprends. Et en plus c'est en lien avec l'actu. Donc la boucle est bouclée. The buckle is chicken bucket of wings. Donc voilà, voilà les amis, là-dessus ce que je pouvais vous dire. On papote encore un petit peu, il est 17h34, je raccroche les wagons sous peu, on va finir l'étape du Tour de France ensemble. J'ose même pas regarder parce que j'ai vu que Pogacar avait posé une attaque, il a 3 semaines et demie d'avance sur tout le monde. Mais bon, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, voilà les copains, il a combien? Ouais, non mais c'est énorme, une 23 sur Vingegaard. Qui lui-même a 52 secondes sur le groupe derrière Only Lipovic. Non mais c'est... Le classement... Et derrière Roglic, il a 2,28. Le classement général ce soir. L'autre, il a 58 jours d'avance. Remco Evenepoel, il en peut plus quand il est en train de péter complet. C'est génial. Bref, je prends vos messages. Je prends vos messages, les amis. Il y a Raph3986 qui dit Horreur Berger qui vient dans le Jura. Allons sur place faire une belle photo en parlant du lieu du féminicide à Morée. Vous lui ferez un bisou de ma part. Attends, je mets le son du tour, les amis. Je finis l'étape avec vous. Hein. On finit l'émission gentiment. Je finis cette étape parce que c'est la première étape de haute montagne dans les Pyrénées. Ça arrive à Hautacam. Et Pogacar, Pogacar, c'est pas qu'il a assommé le tour, c'est qu'il l'a pris en levrette. Hein. Anarchy08 qui dit bizarrement, contrairement à ton analyse de la meute, il y a beaucoup moins de contradicteurs. Par rapport à quoi, Cameron? C'est par rapport à moi ou tu veux dire les pro LFI qui se manifestaient J'ai pas compris mon Anarchy08, tu peux me développer. Renard83, il doit prendre de bons compléments, ouais, tu m'étonnes. Merci à Maral059 pour le subprime, 16e mois, merci les copains. En avant le sub, en avant plein badin. On est censuré sur TikTok. J'ai une cible dans le dos. Je rigole, j'arrête avec ça. Pardon, ça va, on peut rire, non? On rigole, ça va. Oh, c'est un spectacle comique, on rigole. Je l'envoie avec un rapport de chez Monsieur Out. Là, faut la ref. Là, faut commencer à avoir la ref. Celui qui est le premier qui l'a dans le chat, on y va. J'offre le panier garni, j'offre la photo dénudée. Qui a cette rare? Et Likaku, bien joué. Taxodium, bien joué, absolument. Ah, je peux lâcher des vannes comme ça, voir qui l'a. Non, il y en a qu'un. Il y a Elise Moon. Non, c'est Elikaku. Elikaku, bien joué. Bien joué. J'adore Elikaku, c'était quand même stylé. Hein. C'était quand même très très fort. Vraiment très très chaud. Madame Sarfati, c'est quand même génial. Et l'attachée de presse, quoi. Une galerie de personnages énorme, quoi. Énorme. Allez, encore 3,5 km les amis, on finit l'étape aujourd'hui ensemble. Tiens, attends, on peut faire un blind test de vanne d'humoriste. Et ça, c'est rare. Attends. Ah ouais, attends, celle-là, mais celle-là, elle est récente, hein, vous l'avez. Quand ils ont fait le mariage pour les homosexuels, j'ai dit... Rouler jeunesse. Maintenant, les ours, les dauphins... Qui l'a? Là encore, c'est Panier Garni, le premier qui la trouve. C'est plus récent, avec une tentative d'imitation. Fabrice Eboué, bien joué. Pour Blueby 3, bien joué. T'as vu, il y a eu de l'imitation. J'ai tenté un truc.
Il est trop fort, Fabrice Eboué. Son spectacle Adieu hier, il est extraordinaire. J'adore, j'adore. Attends, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre Ah putain, oui, attends, il y en a une que j'adore. Mais non, mais je peux pas l'imiter parce que je vais me faire insulter de racisme. Non, je vais pas imiter. Mais en même temps, lui-même, il fait un accent à ce moment-là. Ah, je sais plus. Attends, c'est quoi? Ah, je sais plus. Non, non, mais je vais le rater. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Hervéro qui dit je te verrais bien en Pierre-Emmanuel Barré. Alors c'est vrai que Pierre-Emmanuel Barré, je le connais, j'aime bien, mais j'ai jamais trop regardé. Faudrait que je regarde beaucoup plus. Divinite RE 974 qui dit Rémi, juste si un jour tu veux parler des dom-toms, je suis partant, avoir un juste milieu et ton avis serait top. Sans intention de te dire quoi faire, c'est pas le but du message. Bah avec plaisir. N'hésite pas à m'écrire camarade sur les sujets si même toi t'as des réflexions. Puis tu peux venir dans le Discord, hein, salon vocal général, avec grand plaisir les copains. Mustang 06700, as-tu vu le film de Fabrice Eboué qui s'appelle Barbac? Ouais, j'avais adoré. Avec merde. Qui joue là? Ah putain. Qui joue là sa femme dans le film? Le couple de bouchers là. Putain, qu'est-ce que c'est drôle ce film. Je me rappelle plus. Aïe. Marina Foïs, ouais, c'est ça. Merci les amis, Marina Foïs, absolument. Bayard92 qui dit Rémi, pour revenir sur l'émission avec Idriss, je pense que la différence entre vous, c'est la prise en compte des menaces aux médias alternatifs. Ah, on en a parlé de ça, les amis. On peut revenir là-dessus si vous voulez. Il n'y a pas de souci. On est dans le débat. Et parce que justement, ça a été dit publiquement comme ça, je suis très à l'aise avec. Ça me va très bien. Mais. Enfin, on en a déjà parlé hier en plus. Hein. Mais je réinsiste sur un point. Je ne veux pas prolonger le débat. Après coup. C'est trop facile, tu vois. J'aurais dû le dire à Idriss ce que je vais vous dire. Là, je refais des réflexions, mais on n'est plus dans le débat. Hein. Je suis pas en train de dire ça pour convaincre les gens. Non. C'est vraiment des propos séparés. Ce que j'ai à dire, je devais le dire pendant le débat. Là, c'est autre chose. Mais moi, je maintiens ma position. Je maintiens que... Enfin non mais vas-y, c'est quoi, j'ai même plus envie d'en parler. J'ai dit hier que j'arrêtais d'en parler, ça suffit. Je renvoie vers l'émission d'hier. C'est pas que je veux fuir le débat, mais je veux pas non plus en faire des caisses et parler que de ça. À un moment donné, on pourrait me le reprocher et ce serait tout à fait normal. Donc voilà, j'ai tout expliqué sur mon point de vue chez Idriss Aberkan. J'ai tout expliqué hier. J'ai eu quelqu'un de l'équipe de Toxin au téléphone aujourd'hui. Tout va très bien, c'est super, c'est fair play, ça régale. Je leur fais un bisou. Je souhaite de bonnes vacances à Clémence Soudiakova. Faites des dons à Toxin et c'est super. Donc vraiment, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, tout va bien. Et au contraire, je trouve que c'est chouette. On a vraiment démontré, j'insiste là-dessus, je me permets juste d'en reparler sur ce point-là, c'est qu'on a démontré, moi ce qui me tient à cœur avec les médias alternatifs, c'est qu'on peut être en désaccord, on peut se faire des critiques, on peut discuter, on peut avoir des sensations, on peut avoir parfois donner des impressions un peu de tension, de débat, mais on est toujours là, on est toujours solide. Donc c'est bien, c'est humain. Ce qu'on a proposé, c'est humain. Donc moi, ça me va très bien, Non mais regardez la vitesse de pédalage de Pogacar. On dirait moi quand j'étais petit que ma daronne elle voulait mettre un suppositoire parce que j'étais malade, quoi. J'étais jamais allé aussi vite. Non mais attends. Terrible. Non mais il va tellement vite. 8% 20 km/h quand. Mais il va leur mettre combien? Attends. Pogacar, il est en train de mettre presque 6 minutes à Evenepoel. Mais c'est une blague. Mais en vrai, c'est une blague. Enfin, je sais qu'il y a des amateurs de vélo dans le chat, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Ok, il y a toujours eu du dopage dans le vélo, on va pas relancer le débat, mais là, on n'a jamais vu ça. Là, Antoine Veillé, il va se régaler. Hein. Il va se régaler avec les statistiques de watts par kilo. Ça va être le cirque Pinder, con. Putain, c'est fou, hein. C'est fou. C'est un délire, franchement, c'est un délire. Ah mais il est facile, hein. Il est en train d'assommer le tour, il est fastoche bambino.
Et le mec est tombé hier. J'avais oublié, il est tombé hier, ce con. Non mais c'est terrible. Bon, Marcel The Rock, je sais que c'est un amoureux du vélo, il me dit c'est inhumain rouler sur le gros plateau dans un tel pourcentage, c'est insane. Parce qu'il parle comme les jeunes, mon Marcel The Rock. Non mais franchement c'est délirant. Il y a Valet de Cœur 33 qui dit j'aime bien, mais là il y a un souci, c'est pas possible autrement. Ah bah clairement. Je trouve que si tu compares Froome avec qui déjà on avait de très gros soupçons, Pogacar, il met une danse à Froome, mais Froome à côté, je te jure, c'est Gérard Larcher sur une bicyclette. Hein. C'est hallucinant, hallucinant. On finit l'étape ensemble, hein, les amis, branchez-vous sur France 2 si vous voulez regarder en même temps. Je vais mettre ma casquette, évidemment. Voilà, on est sur du vélo, on est sur la petite reine. Les amoureux de la pédale qui sont au rendez-vous de cette étape jusqu'à Otakam. Tadej Pogacar, on le rappelle, qui est arrivé avant-hier, qui a actuellement 9 semaines et demie d'avance. Hein, Pogacar qui est actuellement, au moment où je vous parle, sur le Tour d'Espagne 2027, hein, parce qu'il a trop d'avance, on ne sait plus où le foutre. C'est complètement dingue, hein, Pogacar qui s'est rangé la centrale nucléaire hein, de Fukushima dans le FIAC, on rappelle. C'est assez extraordinaire l'impression qu'il renvoie. Regardez, hein. Même les motos n'arrivent plus à suivre. Hein. Le caméraman sur la moto vient de déclarer Tadej lève le pied, on n'a plus d'essence. Hein. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Hein. Il est en train de nous faire ventilateur sur les spectateurs de Bordeaux. Oui. D'après les derniers chiffres Santé publique France, apparemment on a 1600 personnes qui viennent de prendre un rhume. Hein. Des gens qui étaient au bruit. Vous me confirmez, hein. Vous me confirmez, Nelson? Ouais, Patrick, effectivement, le rhume de Fiac en regardant Tadej Pogacar, what Lance Armstrong sur ce Tour de France. Ouais, ta gueule, Nelson. Ouais, non, mais parce que ça m'a gonflé, Nelson. Ça m'a gonflé. On reprend, voilà. J'ai la casquette, donc on reprend. Allez, voilà, Tadej, tout sourire, qui est actuellement en train de siroter une pina colada en prenant un rail de coke sur le cul d'une pute. Apparemment, il est détendu. Hein. Ouais. Il vient de terminer sa plancha merguez chipolata sur la barre haute de son cadre. C'est la détente, c'est la kiffance, comme chantait Naps. Elle a fait la petite frange, c'est la kiffance. Tadej Pogacar qui est à l'aise, hein, qui vient actuellement de bifler un gendarme sur le bord de la route en s'écriant, alors je parle pas très bien slovène, voilà, tu ne me rattraperas jamais, bâtard, voilà, bâtard. Ouais. C'est vrai qu'il y a Philanthrope qui dit tu t'étonnes d'être ban de TikTok. C'est pas faux non plus. Oh tant pis, on peut dire des gros mots, non? Ouais, il reste 500 mètres, ouais. Non mais c'est un délire. Et le mec finit tranquillou. Il finit mais tranquillou bambino. Putain mais ça rend fou quand même. Ça rend fou. Non mais je vous dis les amis, j'ai commencé à entrer en contact avec Antoine Veillet pour essayer de le faire venir sur Juste Mieux qu'on parle de ça, parce que j'adore le vélo, mais là franchement c'est délirant. Voilà. Je vous mets les commentaires. Et qui prend une revanche éclatante après avoir été humilié par Jonas Vingegaard et Wout van Aert il y a 3 ans sur cette même ascension. 3e victoire d'étape sur le Tour cette année pour Tadej Pogacar. Et peut-être, ça y est, il est en train d'arriver. Décisif, pris par le Slovène sur tous ses rivaux au classement général. Putain. Non mais c'est fou en vrai, c'est fou. Mais en fait, Pogacar, c'est le Macron du cyclisme. C'est-à-dire que tout le monde voit bien que les dés sont pipés, mais on y croit quand même. Oh, je viens de faire une analogie. Regarde, je me recourbe le couvre-chef. Bah, en parlant de Macron, en parlant du loup, on envoie la queue, comme dirait Brigitte. Oh, quand je te jure, non mais c'est quand même... C'est délirant, putain. Franchement, c'est une blague. C'est une blague, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas très grave. Il y a pire dans la vie. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour ce soir les amis. On va se quitter comme ça les amis. On va se retrouver demain pour le Juste Bistrot, évidemment. On va finir la semaine ensemble les copains, on va se régaler. Demain, qu'est-ce que je vous propose demain? Nous parlerons, je regarde mon script. Ah oui, oulalalala. Ah ça je vous l'avais promis. Ouh, ça va chier des bulles carrées demain. Dernier clou sur le cercueil de Donald Trump. Vous savez à quel point bon, ses marches arrière et ses promesses non tenues m'alertent.
Demain, je vous sors un gros dossier que j'ai peu vu ailleurs sur le Big Brother que Donald Trump est en train de monter en toute tranquillité. Ça va chier des bulles carrées. Donc je vous donne rendez-vous demain dans le Juste Bistrot à 16h45 les amis. Merci d'avoir été là ce soir. Passez une excellente soirée, profitez, régalez-vous, faites des trucs sympatoches qui vous rendent heureux. C'est le plus important. Soyez heureux les amis. Je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France et à demain. Donne-moi les paroles.